Dans cette vidéo, je vais vous parler d'exploitation de filtres regex et on va faire du scripting pour décrypter un message chiffré à l'aide d'un simple script Python. Tout ceci est possible grâce au légendaire Nahamsec qui organisait le week-end dernier la NahamCon, une conférence de cybersécurité avec en prime un CTF. On le remercie bien sûr pour ça puisque les challenges que vous verrez aujourd'hui sont issus de cette conférence. Restez avec nous jusqu'au bout puisqu'à la fin, on verra un dernier challenge qui va certainement plaire aux amateurs de cybersécurité et de CTF. Salut, c'est Splinter Celian, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la cybersécurité en français. Oui messieurs. Alors, comme vous le savez peut-être déjà avec cette chaîne, je m'intéresse aux CTF. Pour ceux qui ne connaissent pas, les CTF sont des compétitions de hacking et l'idée c'est de faire avec vous certains des challenges de ces CTF afin de vous faire partager ma passion, mais aussi de vous montrer ce qu'on peut faire en cybersécurité et apprendre tout en s'amusant. Et puisqu'on parle de CTF, le week-end dernier, c'était la NahamCon CTF. Pour ceux qui ne connaissent pas Nahamsec, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description en bas et je vous laisse aller voir son contenu. Sans rentrer dans les détails, Nahamsec travaille notamment pour HackerOne, qui est une plateforme de bug bounty, et il est aussi un YouTuber respecté pour son travail sur la cybersécurité. Il a notamment invité dans ses vidéos d'autres professionnels du secteur pour parler cybersécurité et hacking. Comme évoqué en intro, il organisait ce week-end une conférence avec en prime un CTF et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc je vous dresse le plan, on va commencer par s'échauffer tranquillement avec un challenge de la catégorie warm-up, pour ça on va parler regex et flask, et puis ensuite on ira dans la catégorie crypto, avec l'analyse d'un algo de cryptage qu'on va décortiquer pour pouvoir créer notre propre outil de décryptage en Python. Alors, je vous avais aussi parlé d'un bonus à la fin, je lève donc le voile sur le mystère. On va faire comme troisième et dernier challenge de cette vidéo du reverse engineering, c'est-à-dire qu'on va prendre un exécutable et on va l'analyser à l'aide d'un décompilateur. Ici en l'occurrence, ça sera Ghidra. On va essayer de comprendre le fonctionnement et simplement récupérer le flag. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Ok, donc j'ai démarré la VM, on est dans Kali, j'ai commencé déjà à créer un dossier en fait, je l'avais déjà créé quand j'ai fait le CTF, et dedans j'ai quelques fichiers, on va regarder ensemble ce que c'est. Donc déjà, première chose, on va se rendre sur le site. Donc c'était le site du CTF de NahamCon qui avait lieu du 28 avril au 30 avril 2022. Voilà, je suis logué avec mon user, on va aller voir les challenges tout de suite. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, je pensais que le challenge que je voulais vous montrer, c'était un challenge de warm-up, mais en réalité, non, je me suis trompé, c'était un challenge de web. Donc juste pour vous montrer un petit peu ce que les warm-up donnaient, on peut aller voir par exemple, tiens, un des plus simples, Read the Rules. Donc Read the Rules, il faut juste aller voir les règles. Donc si on va voir les règles ici, on nous explique donc les différentes règles, on n'utilise pas SQL Map, Nmap, Nikto, on fait pas de brute force sur les flags, etc. Et on nous donne ici un format flag, donc on nous dit que c'est ça, et on nous dit, si vous regardez bien, en fait, vous en trouverez un dans la page. Et en fait, c'était aussi simple que de prendre le flag qu'on a ici, tac, faire copier, et à ce moment-là, on le met dans le challenge, si je me souviens bien. Je pense que c'est même moi qui l'ai fait celui-là. Et
obtiens le flag. Et celui-là, il va me dire, bah, tu l'as déjà. Ok, parfait. Donc, vous voyez, on démarrait vraiment tranquillement. Le deuxième, par exemple, que je peux vous montrer vite fait, ça me permettra de démarrer le terminal. C'était flag4. Donc, flag4, à tous ceux qui ont déjà fait des CTF ou qui utilisent Linux, vous allez tout de suite comprendre ce qu'il faut faire. On nous donne un fichier. Le fichier s'appelle flag4. Donc, évidemment, il faut faire 4 le fichier. Donc, si jamais je vous mon terminal et que je me rends donc sur mon dossier, on a dit que c'était download CTF Naamcon, donc il est là en fait. Hop. Voilà. Et en fait, voilà, il est là, flag 4. Donc ici, bon, on peut éventuellement faire un file flag 4. Ça dit pas grand chose. Mais si on fait 4 flag 4, on trouve bien le flag ici. Ok, donc super simple. Ce qui est cool, c'est que ça permet d'engranger des points pour ceux qui sont vraiment débutants. Ça donne un peu la confiance, puis ça permet de rester un petit peu et de vouloir continuer à apprendre en fait tout en faisant les challenges. Donc là maintenant on va regarder le challenge qui s'appelait personnel. Donc pour personnel en fait il fallait télécharger un fichier. Moi je crois que je l'ai déjà téléchargé. Si je dis pas de bêtises, voilà il est là, app.py, ok. Je sais pas si je l'ai déjà mis là-dedans. Oui, il est là, parfait. Donc, on va regarder tout de suite de quoi il est fait. Hop. Donc ici, en fait, on voit que, évidemment, c'est un fichier Python, puisque c'était un .py. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il utilise Flask, qui permet de faire du web avec Python. Il utilise random, il utilise string, et il utilise surtout RE pour les regex. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les regex, c'est une manière en fait de faire de la recherche textuelle. Donc si par exemple on nous envoie un texte et on veut savoir ce que... On veut trouver en fait des patterns dans ce texte là, bah, on peut utiliser les regex. Alors il y a un site qui est génial pour bien comprendre comment les regex fonctionnent, c'est regex 101. Donc je vais le mettre, puis on va voir qu'il va nous servir un peu plus tard. Donc là, pardon, je reste sur regex, je reviens sur le code. Donc là ici, si on regarde un peu ce que le code fait, donc bon, il démarre une instance Flask. Ensuite, il lit un fichier qui s'appelle flag.txt, il le met dans la variable flag. Il lit un fichier qui s'appelle users.txt, il le met dans la variable users. Ensuite, il nous met le contenu de flag dans users. Ok, donc on se retrouve avec une variable users qui contient et ce qu'il y avait dans le flag.txt et ce qu'il y avait dans users.txt. Et ensuite ici, donc c'est la logique en fait de comment l'application fonctionne. Donc ici on commence avec en fait deux méthodes qui sont acceptées, get et post. Et donc si on est sur un get, à ce moment-là, on fait simplement retourner un template, okay, qui est lookup.html. Si par contre on a la méthode post, ça veut dire qu'on nous a donné certainement des variables dans la requête. Donc a priori une variable name, okay, qui nous vient d'un formulaire, et puis un setting qui est en fait un int. Et à partir de là, il y a une logique. Donc la première logique, c'est de regarder quel est le premier caractère dans la variable name. Si c'est une majuscule, ce caractère, à ce moment-là, name devient tout ce qu'il y a en dehors de la majuscule. Donc tout ce qu'il y a après la majuscule. Donc en gros, on enlève la majuscule. Et puis, une fois qu'on a ça dans name, on va définir une variable results qui est en réalité une recherche à l'aide d'une regex, donc une recherche textuelle, dans lequel, en fait, on va avoir un premier bout de regex, et je vais expliquer exactement, on va décortiquer un petit peu comment ça fonctionne avec regex 101, puis on va intégrer notre variable name dans le pattern, et on finira par un deuxième bout de regex, ok ? Donc, et juste pour finir, ensuite ce résultat, donc ici va faire sa recherche et ce qu'il va trouver en fait, il va le stripper, donc il va enlever en gros les caractères blancs en quelque sorte, les espaces, trucs comme ça, à la fin. Et ça, il va le passer en fait en paramètre à la fonction renderTemplates qui va nous retourner en fait une page web avec les résultats. C'est ce dont on peut ce à quoi on peut s'attendre. Donc, si jamais je prends par exemple, je reviens sur
le challenge ici. Ça veut dire qu'il y a une instance, donc on va la démarrer. Hop, il nous donne une URL, donc on va l'ouvrir. Et on se retrouve bien avec une page web ici. Il y a notre fameuse variable name. Donc ça, ok, on s'y attendait. Et du coup, si jamais on lui met quelque chose, on peut regarder ce que ça donne. Il nous retourne un résultat. Bon, on ne sait pas trop encore comment. Mais a priori, il nous a pris notre fameux name ici. Alors très certainement, vu que j'ai mis un J majuscule, il m'a enlevé le J, puisqu'on avait vu qu'il enlevait la majuscule, et m'a gardé OE, qu'il a intégré dans le pattern donc de la recherche textuelle, et il me trouve Phoenix, et dans Phoenix, il y a bien un OE. Ok. Si je mets JOE, cette fois-ci sans majuscule, bah, c'est pas sûr qu'il me trouve quelque chose. Voilà, ici, il n'y a pas de... Il n'y a rien, en fait, qui a dans le nom JOE. Ok. Donc ici, on va regarder, en fait, la regex qu'ils nous ont donné, comment elle fonctionne. Donc on va prendre, en fait, le tout, ici. On va le mettre dans regex 101. Et puis, on va se mettre un flag, un faux flag. Donc, le flag, en fait, bon, on avait vu dans les règles que le flag, il est du style, je sais pas moi, ABCD 1, 2, 3, 4, quelque chose. En fait, normalement, je crois qu'il y a 32 caractères, on avait vu tout à l'heure, mais il est de cette forme-là. Ok. Donc, ici, par contre, il y a des caractères qu'il va pas bien comprendre parce que nous, on sait que dans notre code, ça va se mettre ensemble, mais ici, la regex, lui, il faut qu'il la voit ensemble. Donc, si je remets ce que j'avais mis tout à l'heure, donc mon fameux Joe, ce qui s'est passé, c'est que le J a été enlevé, et donc je me suis retrouvé, en gros, à faire comme si ma regex, c'était ça. D'accord? Et donc, si jamais je mets quelque chose comme ça, on est d'accord que si je mets Phoenix, bah ça fonctionne. C'était le mot qu'on avait trouvé tout à l'heure parce qu'il y a bien OE au milieu. Et en fait, comment ça marche? C'est que là, quand on lui met AZ entre crochets et majuscules, ça veut dire qu'il doit commencer par chercher une majuscule entre A et Z. Ici, ensuite, il cherche une minuscule entre A et Z, mais on lui précise derrière, ok, que il peut y en avoir 0 ou plusieurs, mais on ne sait pas exactement combien. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs caractères derrière qui pourraient être des minuscules A, Z. Il n'y aurait aucun problème. D'ailleurs, si on rajoute quelque chose ici, oups, je l'ai mis pile au mauvais endroit, puisqu'il faut que je conserve mon OE. Mais si je le mets juste après le H, normalement ça fonctionne, il match toujours. Ok. Ensuite, après le OE, on a de nouveau, on peut avoir des lettres en fait minuscules. Là encore, on peut en avoir 0 ou plusieurs, et on ne sait pas combien, c'est le point d'interrogation. Ce qu'on doit à coup sûr avoir à la fin, c'est aussi un saut de ligne. Ok. Donc mon Phoenix ici, il fonctionne. D'accord. Maintenant, si jamais j'avais je vais mettre Joe quelque chose avec un tiret au milieu. Ok. Bah là, ça marche pas parce que j'ai mon tiret. Si j'enlève le tiret, ça marche, mais mon tiret ici marche pas parce que j'ai pas de tiret dans le pattern que je recherche ici. Les tirets qui sont ici sont interprétés juste pour dire qu'on cherche quelque chose entre A et Z. On cherche pas un vrai tiret. Par contre, si j'avais mis ensuite ici que je pouvais avoir un tiret, comme ça, bah là, ça va marcher. Ok. Par contre, celui d'en haut ne marchera plus parce que j'ai pas de tiret dans Phoenix. D'accord. Donc c'est comme ça que ça marche une regex. Donc, ici, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, si je reprends mon code, cette partie-là de la regex, je peux rien faire dessus. D'accord. Elle est dans le code. Cette partie-là de la regex, je peux rien faire non plus dessus, elle est dans le code. Par contre, le name ici, il est sous mon contrôle puisque c'est quelque chose qui nous vient du formulaire. C'est quelque chose que moi, je renseigne en tant qu'utilisateur. Donc, si jamais j'arrivais à modifier la regex globale qui va être créée quand on met ensemble ces chaînes de caractères-là, mais je pourrais éventuellement avoir quelque chose qui me permette de rechercher
quelque chose de très particulier dans le fameux users ici, puisque c'est là que la regex s'applique. Et ce qu'on sait, c'est que dans mon users, j'ai flag, d'accord? J'ai le contenu du fichier flag avec donc on va dire le format qui nous a été donné dans les règles. Avec flag accolade 32 caractères, caractères qui peuvent être soit des minuscules de A à Z, soit des chiffres. Et donc, si jamais je réussis à changer ma regex pour qu'elle recherche ce pattern-là, ben normalement, je devrais réussir à faire en sorte qu'il me sorte le flag sur l'application web, en fait. Donc pour ça, il faut que je sache exactement ma regex, comment je peux la modifier. Et il y a un truc super intéressant dans les regex, c'est qu'on peut lui mettre une condition OU. C'est une barre en fait verticale. Et donc si je mets une barre verticale et que je mets quelque chose au milieu, donc admettons que là, j'avais Phoenix et Joe Pesci qui marchaient, mais Flag, lui, il ne marche pas. Mais si jamais je lui mets quelque chose du style flag, ok, là il me trouve le début de flag, moi je veux qu'il me trouve tout. Mais si jamais je lui mets quelque chose qui dit que ça va être des caractères, on va dire, on va le mettre comme ça, ok, que ça peut être des caractères en fait de A à Z et de 0 à 9, ok, et que je lui dis qu'il peut y en avoir en réalité plusieurs. Alors ici, est-ce que j'ai fermé mon truc? Hop, là normalement avec ça, ça va fonctionner. D'accord? Alors le seul problème là-dedans, c'est que je dois faire attention à quelque chose. Donc ici, ça c'est un petit peu ce que je veux venir mettre dans mon code ici à la place de name. Mais il faut juste faire attention que une regex, elle commence par R. Dans mon code, elle commence par R, guillemets, et puis elle finit par guillemets. Donc ça veut dire que je dois entourer mon expression avec R, guillemets, et puis fermer les guillemets à la fin. Donc si je retourne maintenant dans l'application, donc je lui mets mon expression, et je peux lui mettre R, guillemets, et je ferme les guillemets, et normalement je devrais être correct. Alors la seule petite chose, c'est bon, j'étais pas sûr pour les accolades, mais ça fonctionne, et à partir de là, on retrouve bien notre flag. Et voilà. Donc ça, c'était le premier challenge, le challenge web. Donc les deux premiers challenges, comme vous le voyez, étaient plutôt tranquilles. Bon, il y en avait un, c'était le warm-up, c'est normal. Le web était quand même pas super compliqué, il faut juste connaître un petit peu les regex. XORROX, donc on se doute avec un nom comme ça qu'il va y avoir du XOR dedans. Donc ce qu'on nous dit, bon, on nous dit pas grand chose de très intéressant là, dans la description. Par contre, on nous donne deux fichiers, output et xorrox.py. Donc moi j'ai les deux, output et xorrox.py. Donc si je regarde output, c'est ce qu'on a là. On a deux listes, xorrox et puis enc. Ok. Donc voilà, donc c'est une première info. Ensuite, si on regarde le fichier xorrox, on va l'ouvrir avec VS Code. Donc ce fichier-là, en fait, il est assez court. C'est plutôt bon signe pour nous. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est du Python. Il y a la librairie random dedans. Donc le fichier, en fait, enfin du moins le script ouvre un fichier flag.txt. Il lit ce qu'il y a dans ce fichier, il fait un strip dessus. Ensuite, il crée une clé qui est en fait une liste composée de nombres aléatoires. Et cette liste-là, il y a très exactement autant de nombres aléatoires qu'il y a de caractères dans flag. D'accord, donc ce qui a été lu du fichier flag text, donc c'est notre flag, on s'en doute.
Ensuite, il y a deux listes qui sont créées, deux listes vides qui sont Xorox et Enc. Et donc évidemment là, ça me rappelle le fichier que je viens de regarder, Output, qui contenait lui aussi en fait ces deux listes-là. Et ici ensuite, bah, il y a tout simplement une petite boucle for, enfin même deux boucles for, une imbriquée dans l'autre, qui permettent tout simplement de créer ma liste Xorox et ma liste Enc. Alors de quoi vont être constituées? La plus simple, c'est la ligne Enc, ok. La ligne Enc, c'est donc le caractère du flag à la position I, et du coup, la première boucle for fait une énumération en réalité sur une clé, la fameuse clé qui a été générée avec un nombre, avec des nombres aléatoires, et très exactement le même nombre que les caractères dans I. Et ensuite qui récupère la valeur qu'il y a dans cette clé à l'indice i. Et donc on prend le caractère du flag et on le XOR avec la valeur. Donc le XOR, c'est le OU exclusif. Donc ce que ça fait tout simplement, pour faire simple, c'est que quand les deux valeurs qui sont XORées, donc A et B, sont identiques, ça fait le résultat c'est 0. Par contre, si l'une des valeurs est différente de l'autre, ben, le résultat ce sera 1. Une des propriétés vraiment importantes du XOR, c'est que du coup, l'opération est réversible. Finalement, si jamais je veux retrouver, par exemple, mon A à partir du résultat du XOR de A et B, ben, si j'ai le résultat du XOR de A et B et que j'ai le B, ben, il suffit que je fasse résultat de XOR de A et B, XOR B, et ça va me redonner mon A. D'accord? Donc, finalement, comment dire, on va voir ici que cette propriété du XOR, elle va être importante. Notamment parce que ça veut dire que ici, si je veux retrouver mon flag i, si j'ai le résultat de cette opération-là, et je l'ai puisque j'ai la liste enc, d'accord, donc j'ai le résultat de l'opération flag i XOR v, d'accord. Si j'ai ce résultat-là et que j'ai V, je peux retrouver flag I. Le problème, c'est que V ici, bah, en réalité, c'est la valeur qu'il y avait à l'indice I de ma clé. D'accord? Mais la clé, je ne l'ai pas. À la place, j'ai une autre liste qui s'appelle Xorox. Par contre, ce que je vois ici, c'est que Xorox, finalement, est constitué de K, qui est une variable, d'accord, qui est constituée elle-même de XOR finalement des nombres aléatoires dans la liste. Et en fait, comment ils ont généré ce fameux cas, c'est qu'il y a une autre boucle for qui va tourner en fait sur la clé cette fois-ci, et qui fait une itération en fait au fur et à mesure qu'on avance dans les indices i. Il va XORer les différents nombres aléatoires de la clé les uns après les autres. Et en fait, il va mettre ce résultat comme en fait nouvel indice dans ma fameuse liste Xorox. Donc en quelque sorte, Xorox, c'est une sorte de clé encryptée. Donc il faut que j'arrive à décrypter Xorox et je vais pouvoir retrouver normalement la clé. Et à partir de la clé, vu que j'ai ici le enc, donc le résultat de flag i XOR v, bah finalement je peux retrouver mon flag i. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout de suite un nouveau fichier. Ok. Donc évidemment du Python, ça va être plus simple. Et globalement, ce que je vais faire pour me simplifier la vie, c'est que je vais copier le script qui a permis de générer l'encryption. Donc je vais sauvegarder tout de suite ça. On va l'appeler, ça s'appelait Xorox, on va l'appeler RoxXor, histoire de faire super original. Hop. Donc ça me va, import random, pas de problème. Est-ce que, donc moi j'aurais pas besoin d'ouvrir de fichier. Ensuite, ça, la clé, en fait la clé ici, c'est ce que je cherche. Donc ça va être une liste vide. Xorox et enc ici, je vais peut-être pouvoir
en réalité les mettre à la valeur qui sont en prenant tout simplement ce que j'ai ici. Parfait. Donc mon Xorox c'est ça et mon Ink. Hop, c'est ça. Il y a un truc de trop, c'est bon. Donc là j'ai mes listes en quelque sorte. Je suis un peu maniaque avec mon code. Ok, parfait. Il y a une autre liste qu'il va nous falloir quand même. C'est qu'il nous faut le flag. Et on ne sait pas ce que c'est, donc il est vide. Et après, j'aurais pas besoin de ce truc-là, parce que ça, c'était pour mettre dans le fichier. Puis moi, je ne mettrai pas dans le fichier, je ferai afficher directement avec un print qu'on peut mettre à la limite tout de suite. Donc, le print, ça va être un print, en fait... comme je vais faire, je vais obtenir à la fin une liste normalement dans flag qui devrait être une liste de int qui correspond normalement à des caractères, d'accord? Donc ça veut dire que ici, ce que je peux faire tout de suite, c'est que je peux dire que ça va être un print de join un caractère qu'on va appeler i, qu'on va appeler c, c'est plus logique. For c in flag. Ok. Est-ce que j'ai une parenthèse qui me manque? Non, je pense que c'est bon. Donc ça va être mon print. Parfait. Je sais qu'à la fin, enfin à la fin, quasiment à la fin, puisqu'il y a mon print qui est complètement à la fin, mais un peu avant la fin, je sais très bien que je devrais avoir un truc du style for i in range length, ça va être quoi? Bah peu importe à la limite. Ça va être enc, c'est plus logique. En gros, ce que je veux faire là, c'est faire tout de suite ma boucle for qui va me permettre de retrouver mon flag à partir de ce que je vais savoir ici, sachant que je sais que c'est enc XOR la clé, d'accord? Donc ici, je sais que ça va être en gros flag.append, ce que je vais avoir donc dans enc i XORé avec clé à l'indice i aussi. Et d'ailleurs, les indices, c'est comme ça, c'est pas entre parenthèses. Ok? Donc là, je sais déjà que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ok? Maintenant, la question c'est comment j'obtiens ma clé. Et là, pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans cet algorithme-là. Ok? Donc ici, je sais qu'on est en train de faire une itération sur la clé, d'accord? Donc on prend l'index de la valeur, puis la valeur, ok? Donc ça, c'est ma boucle for. Ensuite, ici, on définit une variable k égale à 1 par défaut, quand on rentre dans la... quand on repasse dans la boucle for, du moins. Et puis là, il y a une deuxième boucle for, un briquet, et cette boucle for, en fait, elle va prendre, en fait, elle va prendre un j qui doit se trouver dans le range entre i et 0, et elle décrémente, en fait, la boucle à chaque fois. Donc en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour un indice i de la clé, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un indice j de la clé qui va être égal à l'indice i. Donc, mettons qu'on dit l'indice 5. Ok, et là, je me mets à j égale à 5. Et à j égale à 5, ce que je fais, c'est que je prends mon k qui était égal à 1 ici, et je le XOR avec la clé à l'indice j, donc à l'indice 5. Et puis ensuite,
je repasse dans ma boucle, je décrémente mon J, donc on est maintenant à l'indice 4 au niveau du J, et je reprends mon K qui était déjà un XOR de mon indice 5 avec 1, et cette fois-ci je le XOR avec l'indice 4, etc. avec l'indice ensuite 3, puis 2, puis 1, jusqu'à 0, puisque quand je suis à 0, à ce moment-là, je ne ferai pas une autre itération. Et je vais prendre le cas final ici, donc qui est d'exor successifs de l'indice 5, 4, 3, 2, 1, 0 et de 1 au départ, hein, puisque k est égal à 1, et je le mets dans Xorox. Donc en gros, je sais que plus je m'en vais loin dans Xorox à droite, plus mes indices, du moins mes valeurs, bah, c'est des suites de XOR d'éléments qu'il y avait dans la clé au départ. Ok? Donc, ce que je peux faire, vu que je sais que le XOR c'est réversible, c'est que je peux refaire le chemin à l'envers. Ok? Donc, ça veut dire que je vais partir en faisant, on va dire, la même énumération. Cette fois-ci, évidemment, je la fais sur Xorox. Ok? Et ce que je vais dire, c'est que à la base, je veux finalement repartir. Donc j'avais dit l'indice 5, mettons que ce soit donc la valeur qu'il y a ici, là, je sais pas si c'est ça, 0, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Donc je sais ici que mon indice 5, il est composé en fait de XOR successifs des différents éléments de la clé. D'accord? Donc, ça veut dire que si jamais je veux retrouver quel était l'élément de départ, ben, je pourrais reprendre en réalité le chemin inverse et dire, ben, je vais venir le XORer avec le premier élément de ma clé, ok? Puis ensuite avec le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Alors vous allez me dire, le problème c'est que j'ai pas mes éléments de la clé, donc je peux pas le faire. Oui, mais attention, comme on est dans une boucle for ici, ben, au début, la première fois que je vais le rouler, j'ai juste besoin de connaître le premier qui se trouve ici, ok, avec quoi il était XORé. Et lui, je sais qu'il est XORé avec k égale à 1. D'accord? Donc finalement, c'est pas très difficile de trouver mon premier indice. Et le deuxième va utiliser le premier indice, donc je peux le trouver aussi. Puis le troisième va utiliser les deux premiers, mais à ce moment-là, j'aurai les deux premiers, etc. Donc finalement, je vais pouvoir m'en sortir en disant, je vais partir en disant k égale à v. Ok. Là, une fois que j'ai ça, je vais dire for j in range. Et là, il ne faut pas se tromper. En gros, il faut partir de 0. Même, non, on part pas de 0 parce que si on part de 0, on a un problème. Si on part de 0, on a un problème parce que 0, à la base, on ne le connaîtra pas. Et quand il va arriver là à 0, il va dire ça marche pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dire qu'on va partir à 1. Ok. Et puis, ensuite, lui dire qu'on va aller jusqu'à i. D'accord, qui est en réalité l'indice dans lequel je me trouverai dans ma première boucle for. Et là, ensuite, j'incrémente en fait de 1 vers le haut. Donc, je n'ai pas besoin de le préciser ici, puisque c'est le fonctionnement par défaut. Donc ça veut dire que quand je vais être à j égale 0, ben, ici, j'aurais pas nécessairement... en fait, je vais pas rentrer dans ma boucle for. D'accord? Donc ça veut dire que je passerai à la ligne d'après. Donc ça veut dire que mon premier, on va dire, si je me mets là, je vais sortir de la boucle for, je sais déjà que je pourrais faire un key.append k, ok, et mon k ici, en réalité, il faut que ce soit le k que j'aurais réussi à avoir avant. Et sur lequel je vais faire, excusez-moi, et sur lequel je vais faire des opérations. Et je sais que ce cas-là, le tout premier, celui qui correspond au j égale 0, il est XORé avec 1,
que ici, on l'avait vu, on fait le truc en sens inverse, et ici, mon k était égal à 1 au départ, et il était XORé avec ma clé à l'indice 0 quand on commençait. D'accord? Donc, ça veut dire que là, ici, je sais que c'est ce qui va se passer quand mon j égale 0, mais par contre, quand mon j est égal à 1, ben là, il faut que je pense... Oups. Il faut que je pense à ce que je vais faire. Donc là, en fait, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais faire K XOR avec la clé. Donc ce que je vais avoir dans ma clé à l'indice J. Ok? Et normalement, avec ça, bah, je devrais pouvoir obtenir ma clé. D'accord? Donc là, à la fin de cette boucle for, à la fin de cette boucle for là, du moins, j'ai obtenu ma clé. Ok? Donc là, maintenant, bah en fait, j'avais déjà écrit la deuxième boucle for qui est ici, qui dit que une fois que j'ai ma clé, bah tout simplement, je peux prendre mon encrypted text, XOR la clé, et normalement, je retrouve mon flag. Ok? Oups. Donc à partir de là, en théorie, tout est bon. Et je peux tout simplement essayer mon code. Donc là, je vais juste enlever cette partie-là qui était du premier fichier qu'on avait copié. Et on va voir si ça fonctionne. Donc je save. Il n'est pas d'accord sur un truc. Si, c'est bon. Alors, est-ce que c'est le nombre de parenthèses? Ben oui, bien sûr, c'est le nombre de parenthèses. Parfait. Ok. Eh ben. Et voilà. Bingo. Donc, le premier caractère, il merde là. Je sais pas trop pourquoi. Mais c'est assez clair que, bah, à part le premier caractère qui merde, le reste a l'air bon. Parce que ce serait très bizarre qu'on ait trouvé tout bon sauf le premier caractère. Qu'on ait trouvé, pardon, faux alors que tout a l'air de matcher. Donc normalement le flag, selon moi, c'est flag 2157, 1DD476, etc. etc. Ok. Donc voilà, ça c'est le challenge Xorox qui se trouve ici. On peut le tester éventuellement, voir si on a bon. Voyons voir. Flag ici. Mettons que je le mette là. Je vais juste mettre mon petit F au départ. Tac, on le met là. Boum, correct. Donc c'est bien le bon flag. Parfait. Donc ça c'était le challenge Xorox en crypto. Donc comme expliqué en introduction, le petit bonus pour la fin c'est de regarder un challenge de reverse engineering. Donc le nom du challenge c'est Baby Rêve. On va regarder tout de suite. Donc le challenge en question, ça comprenait un fichier, donc ici un exécutable, Baby Rêve. Et en fait, ce qu'on va tenter de faire, c'est de comprendre comment ce programme fonctionne pour essayer de trouver le flag. Donc pour ça, on va utiliser un logiciel qui s'appelle un décompilateur. Donc moi ici, je vais utiliser Ghidra, qui est un logiciel que la NSA a rendu public et qui permet de décompiler un programme. Et donc en fait, d'obtenir du code, c'est pas forcément exactement le code évidemment qu'il y avait, mais ça permet une certaine lecture pour pouvoir comprendre. Il y a aussi en fait, il y a aussi du langage assembleur. On peut l'avoir en assembleur. Il y a d'ailleurs une différence à faire entre les désassembleurs et les décompilateurs. Les désassembleurs donnent du langage assembleur, les décompilateurs vont donner du langage de type comme le langage C par exemple, qui est des fois un peu clairement plus facile par exemple pour moi à lire. Donc on va regarder ça. Donc je vais utiliser Ghidra. Et je précise que si jamais je n'utilise pas un désassembleur seulement, bah, c'est tout simplement parce que moi je m'y connais pas trop en assembleur. Alors peut-être que Ghidra m'aidera à justement être meilleur en assembleur à force de faire des challenges de reverse engineering.
Donc là, j'ai démarré Ghidra. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouveau projet. Donc c'est pas un projet qu'on va partager. Je vais le mettre dans mon âme comme CTF et je vais l'appeler tout simplement Baby Rêve, puisque c'est le nom du challenge. Voilà. Et je vais importer tout de suite le fichier de mon programme. Donc Baby Rêve, dès que je le trouve ici. Paf, ok, parfait. Hop, il me balance 2-3 infos sur le fichier, très bien. Je double-clique dessus pour aller voir à quoi il ressemble. Et donc là, en fait, le but, ça va être de comprendre comment le programme fonctionne. Donc là, il me propose de l'analyser, je lui dis oui. Je vais être un peu agressif, j'ai sélectionné toutes les options, même s'il y en a qui sont des prototypes. Peu importe, je pense que ça change pas grand-chose. Sur des programmes assez simples. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, il va prendre le programme et il va me le désassembler d'abord. Donc il me le met en langage assembleur ici. Et puis il va aussi me le décompiler, c'est-à-dire qu'il va me proposer un code équivalent aux différentes fonctions qu'il va trouver, par exemple. Donc, une fois qu'on a ça, en fait, il faut essayer de retrouver comment le programme fonctionne. Et c'est sûr que pour ça, la meilleure des solutions, c'est de lancer le programme. Donc on lance le programme. On regarde un petit peu ce qui apparaît à l'écran et quelles sont les interactions qu'on va avoir. Donc là, ici, par exemple, on a une phrase de bienvenue. On nous demande ensuite un username. Donc on rentre quelque chose. Ensuite, on nous demande directement un password. Ok, et puis on nous sort une phrase ici, une autre phrase pour finir qui nous dit que c'est pas bon et qui nous sort du programme. Donc le programme se termine à partir de là. Ok, donc déjà ce qu'on peut faire c'est essayer de rechercher où se trouve le code qui gère ça. Donc on va chercher des strings comme Welcome to Baby's First Rev ou I don't know you, Stranger Danger. Ok. Donc si on recherche ça, faut le rechercher en fait dans les différentes fonctions que le système va nous avoir données. Donc il y a des fonctions, on va dire, un peu bateau, ça va pas être ça. Puis il y a des fonctions qui va nommer un peu n'importe comment, ça va être probablement dans l'une de celles-là. Donc on va chercher nos phrases là-dedans, donc c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Et une fois qu'on va avoir trouvé nos phrases, à ce moment-là, on sait que, voilà, ici, on sait que c'est le programme principal. Donc évidemment, le challenge, je l'ai déjà fait avant, donc là, je le reprends un petit peu avec vous, même si je me souviens pas de tout. Mais je comprends plus rapidement, en fait, je recomprends comment ça fonctionne. Donc ici, je vais renommer la fonction. Je vais considérer que ça, c'est le main, parce que c'est là qu'on nous demande les différentes choses. Ok. Donc ça c'est mon main, ma fonction main, et dans ma fonction main, je vais regarder rapidement comment ça fonctionne. Donc, ici par exemple, on imprime à l'écran Welcome to Baby's First Rev, ça on l'a vu, please enter your username, et on fait un scanf qu'on met dans une variable qui s'appelle local48. Donc ça veut dire que déjà, ma variable local48, je peux la renommer comme username. Ok. Et c'est même en réalité le username. Donc je vais l'appeler username pour dire que c'est l'input que le user m'a donné. Ensuite, il y a please enter your password, même chose avec local38, donc ça veut dire que ici c'est le password que l'utilisateur m'a fourni. Et puis j'ai un premier truc sympa, c'est que j'ai une comparaison entre ce que j'ai fourni dans username et la string bossbaby. Donc ça veut dire que si on regarde derrière, on fait un if. Donc si le résultat de cette comparaison est égal à 0, en fait, on me dit que je suis presque arrivé. Donc ça veut dire que grosso modo, il faut que je rentre comme utilisateur bossbaby. Ok. Si je le fais pas, et tout à l'heure c'est ce qu'on a fait, on se retrouve à l'intérieur du if ici et on nous imprime l'utilisateur qui a été donné, username, I don't know you, stranger danger. Donc dans mon cas c'était Joe et c'est ça qu'on m'a donné. Donc moi je veux me rendre déjà jusqu'ici, ok. Et ensuite je regarde un peu ce qui se passe. Donc là il y a en fait une variable qui va prendre pour valeur l'affectation d'une fonction dans laquelle on va rentrer comme paramètre le password rentré par l'utilisateur.
Et ensuite, on va comparer cette valeur avec une valeur fixe, qui est en fait, si on va dessus, la valeur décimale 38. Et en gros, bah, si jamais la valeur, donc le résultat de ma fonction avec le paramètre password est égal à 38, eh ben on va me dire your boss baby. Bah, c'est cool, mais par contre le truc c'est qu'après, une fois qu'on a fait ça, bah, ça sort, le programme sort. Donc et il ne m'aura pas imprimé de flag à ce moment-là. Donc ça veut dire que mon flag, il faut que je le regarde, il y a certainement quelque chose à regarder dans la fonction qui se trouve ici. Ok. Donc je vais aller, déjà je vais renommer la fonction, puisque ça en gros bah, c'est ma vérification de password en quelque sorte. Donc je vais l'appeler password verif. Et je vais aller voir cette fonction, comment elle fonctionne, comment elle marche. Donc param1 ici, ce que je sais, c'est que je sais déjà que c'est mon UU password. En fait, c'est pas UU parce que c'est UU password, c'est le password que l'utilisateur m'a envoyé. Et ici, je vois qu'il est réutilisé dans le code à quelques endroits. Donc là, ici, local 50, c'est mon password utilisateur. Donc je vais l'appeler upassword2, mettons. Et puis ici, bah, ça, c'est la taille de mon password. Ok, donc je vais l'appeler upassword size. Ok, ici j'ai une locale 40 qui est upassword size -1. Je sais pas si ça va nous servir, mais on va le mettre. Password size -1, est-ce que ça marche? Si je le mets comme ça, il l'accepte. Ok, il accepte. Parfait. Et puis il va se passer des choses là-dessus. Donc on va regarder rapidement qu'est-ce qui va se passer. En gros, au début, il y a une boucle for qui fait un certain nombre de choses. Un if. Puis ici, on va affecter mon upassword2 à une autre variable. On va l'appeler du coup upassword3. Ça, c'est peut-être des trucs que les créateurs du challenge ont mis pour essayer de tromper un peu, là, à réaffecter des variables avec des noms différents, etc. Mais en fait, c'est la même chose à l'intérieur. Bon, il y a des variables, je ne sais pas à quoi elles servent pour le moment. Donc mon password 3, à un moment donné, il est envoyé dans une fonction. Ok. Et on voit que cette fonction, elle est affectée à aucune variable. Donc déjà, ça c'est bizarre. En général, quand c'est comme ça, c'est parce que la fonction, à un moment donné, elle prend en paramètre un pointeur. Et du coup, elle va modifier ce qui se trouve à l'adresse du pointeur. Et donc forcément, bah, si ensuite on a une variable qui réutilise le pointeur, et en fait le data qui se trouve après, bah, la fonction l'aura modifié. Donc là, on peut se dire que vu que ça ici, c'est normalement pas un pointeur, upassword3, c'est mon truc qui est ici, bah, peut-être que psvar4 ici, plus lvar1, c'est en réalité un truc qui pointe vers quelque chose. Okay, donc psvar4 plus lvar1, c'est ce que je vois. Alors, je regarde vite fait, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bah, c'est ici psvar4 plus lvar1. C'est ce qu'on a là, donc c'est local 38. Donc ici, ça, c'est un genre de pointeur. On va l'appeler pointeur pour le moment. Et il est du coup réutilisé, renvoyé, il doit être réutilisé quelque part. Et clairement, c'est cette fonction qui va venir modifier le pointeur ici. Ok? Et ce qu'il y a derrière. Donc, je verrai après ce que cette fonction fait, mais toujours est-il que ensuite je rentre dans une boucle while. Donc ici j'ai mon upassword3 égale upassword2, très bien. Je dois avoir quelque chose qui me permet de sortir de la fonction, donc c'est ce machin là ici. Donc ça veut dire que l'une de ces deux variables là est un compteur en quelque sorte. Ok, parce que while true, je sortirai jamais de là si jamais à un moment donné ma séquence ici, ma condition du moins, elle est pas vraie. Donc il faut qu'elle soit vraie à un moment donné pour que je sorte tout simplement de la boucle.
Donc la question c'est lequel de svar3 ou uvar2 est en réalité mon compteur. Ce que je vois à la fin ici du while, c'est que local 48 ici est incrémenté. Donc ça ressemblerait bien à un compteur. Donc ce que je peux faire ici, c'est renommer ça en disant que c'est un i comme un compteur. Et ce que je vois aussi, c'est qu'en réalité, il est attribué ici à une variable. Donc mon uvar2 ici, ça a l'air d'être un petit peu... encore une fois, c'est un truc un petit peu bizarre. Je ne sais pas si c'est les créateurs du challenge qui l'ont fait comme ça, ou si c'est Ghidra qui le met de cette manière-là. Mais en gros, on va réaffecter le compteur i au compteur j, et du coup, ensuite, on peut avoir une condition sur le compteur j. Bon, c'est spécial, mais ok. Ensuite, la question se pose sur svar2. Et bien, svar2, ici, on voit que c'est stringlen password 3. Donc ça, ici, je peux aussi le renommer en upassword size 2. Et donc, du coup, je vais avoir quelque chose qui dit que, grosso modo, je vais itérer sur les différents caractères du password. Et ce que je vais faire, c'est que je vais comparer mon fameux pointeur, enfin du moins un emplacement en mémoire, ok, à mon fameux pointeur. D'accord? Et donc, j'imagine que je vais comparer caractère à caractère ce que j'ai en mémoire ici, du data que j'ai en mémoire, et à mon pointeur. Donc mon pointeur qui a été modifié par la fonction ici. Et je sais que ma fonction ici, elle prend en paramètre le password. Donc en gros, ce que je peux deviner à partir de là, c'est que cette fonction-là, ce qu'elle fait, puisque je pourrais toujours aller voir à l'adresse ici, voir si c'est pas directement mon flag, mais très probablement qu'en réalité, c'est pas mon flag, c'est mon flag avec un calcul qui est fait dessus qui fait que ce sera pas marqué flag, mais c'est plutôt une sorte de ciphertext de mon flag. Et ce qui va me permettre de le décrypter, c'est de prendre la fonction qu'on a ici et faire un reverse engineer de la fonction pour renverser en fait ce qui a été fait. Et à partir de là, je vais pouvoir avoir mon flag qui est très certainement en fait le password que je cherche. Donc ça veut dire que déjà il me faudra cet élément-là ici, et il faudra que je lui applique un calcul qui correspond à l'inverse de la fonction que j'ai ici, admettant qu'on puisse la renverser. Donc ce que je peux faire, c'est déjà aller voir ce que j'ai à cet endroit-là. Donc si je double-clique dessus, je vais tomber là-dessus. Et là, c'est pas génial en fait par rapport à ce que je veux. Si je mets les bytes, ça va être un peu mieux. Donc ici, j'ai un 66H. Bah c'est ici, ok. Donc c'est ce que j'ai ici. Donc maintenant que je vais prendre tout ça, qui doit correspondre à, voilà, à tout mon truc, je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire copie. Alors en fait, j'avais un petit trick pour justement la copie. Donc en fait, je vais copier spécial plutôt, et je vais le prendre avec byte string no space. Hop. Et ce que je fais, c'est que je vais ouvrir un navigateur. Je vais aller dans CyberChef. Je mets ça en input. Et ce qu'il faut savoir, en fait, le problème que je vais avoir ici, c'est que je vais avoir un problème qui arrive souvent, c'est la différence entre Little Indian et Big Indian. Donc Little Indian, en fait, le bit le moins significatif est en premier, Big Indian, le bit le plus significatif est en premier, si je dis pas de bêtises. Et là, en fait, je dois être en Little Indian et je dois passer en Big Indian, ou l'inverse, je me souviens jamais. En tout cas, à la fin, je sais que je vais devoir swapper l'Indianness, ok?
Et le problème que j'ai avec ça ensuite, c'est que moi je le veux dans un format que je peux exploiter en Python. Comme je m'y connais pas super bien en Python, moi je sais que je le veux avec des 0x 0 quelque chose, ou 66, ou je sais pas trop combien, virgule, ok. Et là je vais pouvoir me faire une jolie petite liste de eggs. Donc ça veut dire que il faut qu'il le reconnaisse tel quel. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je swap le indianness, et ensuite je vais lui dire que c'est du eggs. Ok, donc là, parfait, il me le met en eggs. Et je vais lui dire two eggs. Sauf que je vais lui dire cette fois-ci que je le veux par colonne de 4. Ça, je sais que j'ai exactement le truc que je veux. Et je vais lui faire une petite modif bien gentille ensuite avec du find and replace pour avoir mon truc sous le format que je veux. Et en gros, je vais lui dire trouve-moi les sauts de ligne. Donc c'est quoi? C'est slash n? Non, c'est comme ça. Slash n. Trouve-moi les sauts de ligne et remplace-les par 0x, virgule. Non, c'est virgule 0x. Ah, mais c'est parce que j'ai un délimiteur espace. Bah, en fait, je peux peut-être dire que je veux pas de délimiteur. Ouais, voilà. Parfait. Donc comme ça va être très bien. J'ai ma petite liste. Donc il faudra juste que je rajoute un 0x devant le premier ici, parce que je ne l'ai pas. Et tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais m'ouvrir. Hop. Je vais m'ouvrir un nouveau script. Donc Python. Python, Python, Python. Il est où Python? Non, il est là. Ok. Donc Python, je sais que je vais avoir une liste. Ça va être mon flag. Tiens, je fais une variable de super longue. Flag enc. Et je sais que c'est une liste. Donc 0x. Boum. Et voilà. Et normalement, ça, a priori, s'il me met pas de truc en rouge, c'est qu'il comprend à peu près ce que c'est. Je m'en fous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parfait. Donc là, en gros, j'ai ma petite liste. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, donc, ok, j'ai ma liste. On va revenir à... Est-ce que c'était ça mon truc? Moi, je veux voir mon compilateur. Ok, donc ici. Donc là, on a dit qu'on a cette partie-là, et maintenant, on veut savoir ce qui va se passer sur le fameux pointeur en question. Et pour ça, il faut que je regarde ce qu'il y a dans la fonction ici. Donc ma fonction ici, c'est la fonction qui encrypte en gros le password probablement. On va l'appeler password encrypt. Je fais ça n'importe comment. En fait, il faudrait marquer encrypt password. Plutôt, ce serait 10 fois plus logique. Ok. Encrypt password. Et à ce moment-là, je peux regarder un petit peu ce qu'elle fait. Donc le premier paramètre qu'elle prend, on avait vu, si je me souviens bien, que c'était password. Encrypt password. Elle prend upassword3, donc c'est mon password. Et après, elle prend la fameuse variable pointeur que j'ai ici. Donc, ok. Donc elle va dire que c'est un long. Elle va l'appeler paramètre 2. Donc ça, ici, je peux le renommer en disant que c'est mon pointeur. Ok. Et ça, c'est mon password. Oups. Voilà. Tac. Ok.
Donc, ce que je peux regarder qu'elle fait dessus, donc je vois que donc il y a deux variables locales, sizeT. Je me doute que ça doit être probablement la longueur du password. Ouais, c'est ça. svar1 égale string length uPassword. Donc ça, en gros, c'est uPassword size. Voilà. Et ensuite, il y a localLC. Ça ressemble vraiment pas mal à un compteur, puisque en plus, ici, on a localLC égale localLC plus 1. Donc, on va remettre i. Et ça va être plus lisible. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est que on dit que uPassword size est égal à la taille du password, ok, parfait. Et si en gros i est plus grand ou égal à uPassword size, on sort de la boucle. Donc dès qu'en fait on va atteindre i égale à la taille du password, on va sortir de la boucle. Ensuite à l'intérieur, tant que la condition est fausse, on continue, et donc du coup ce qu'on fait, c'est que on va attribuer en fait au pointeur, à chaque 4 bits du pointeur, on va faire un calcul, voilà, qui va prendre en compte le caractère de password i et qui va appliquer un certain nombre d'opérations dessus, et puis ça va donner en fait le caractère encrypté, je suppose. Donc ici, ce qu'on peut tenter de faire, c'est de renverser cette fonction-là. Donc cette fonction-là, on va la prendre telle qu'elle. Je vais la simplifier un petit peu. Est-ce que je peux faire copier? Copie. Mettons, si je la mets là, c'est pas joli, mais on s'en fout. Ok, regardons un petit peu comment elle est faite. Donc ici c'est mon pointeur, donc ça je m'en fous un petit peu. Moi ce que je veux c'est retrouver ce truc là. Sachant que ça c'est juste le truc qui va me dire ce qui est fait sur chacun des caractères. Donc en gros ici je pourrais dire que mon caractère encrypté c'est égal à i fois i plus mon caractère du password ici. Donc là ici on peut dire password i, mettons. On va dire flag i. Pour faire simple, sachant que il faudrait que je déclare une variable flag. Pour faire les choses bien. Voilà, on va dire que c'est une liste. Et donc en gros, ce que je pourrais faire, ce que je pourrais dire, à la limite je peux même simplifier. Si je vais dire que flag enc i, c'est égal à i fois i plus flag i. Ça c'est une opération sur les bits si je me souviens bien. Je sais plus exactement quelle est l'opération. Je sais juste que l'inverse de cette opération c'est les signes dans l'autre sens. Je crois que c'est un shift de bits. Bref, un offset. Ensuite donc char i plus, donc il y a une petite il y a un petit calcul qui est fait là. Il y a un et quelque chose. Donc le et quelque chose, à mon avis, ça c'est juste une question de... C'est juste une question du décompilateur. Je suis pas sûr qu'il faille en tenir compte. Évidemment, on va pas tenir compte du point virgule. Donc en gros, la fonction à renverser, c'est celle-là. Donc on va appliquer un truc, on va faire un truc tout bête, ok. Donc on va mettre on va mettre
flag, on va faire une opération comme à l'école. Donc on va dire flag inc i moins i fois i. Et je fais passer simplement ce truc-là de l'autre côté de l'équation, donc ça devient un moins. Je sais que ça, c'est censé être égal à flag i avec mon opération de shift de bits. Si je ne me suis pas trop trompé sur ce que c'est. Ok, donc ça, allez, on s'en fout, on va copier ce qu'il y a là. Ok, j'ai une parenthèse de trop, donc voilà. En gros, on sait qu'on a ça. Et donc, à partir de là, je sais que si jamais je veux pouvoir retrouver flag i, ben, il faut que je fasse l'opération inverse sur flag inc i moins i fois i. D'accord, donc je sais que je vais mettre ça comme ça. Et je vais y appliquer l'opération inverse, donc ça, sur tout ce truc-là. Sachant que ici, c'est juste char i, pour moi, c'est simplement l'équivalent d'un caractère. Donc en gros, je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on fait simplement i plus i sur 7 fois moins 7. Ça doit être un truc dans ce genre-là. Il faut faire. Donc là, j'ai une parenthèse de trop, d'après moi. Ouais, c'est ça. Là, je sais ce que c'est. Ok. Donc si je fais ça, en théorie, ce que j'obtiens, c'est flag i. Ok. Donc, reste plus qu'à. Donc à la fin, ce que je peux faire, pour faire plus simple, c'est flag i égale tout mon truc ici. Et ça, en gros, normalement, c'est ce que je dois faire, sauf qu'il faut que je fasse une itération sur i. Donc ici, je vais mettre... on va faire une énumération, c'est for i v in enumerate flag inc, si je me souviens bien. Tac, et à ce moment-là, je vais lui dire que flag i c'est égal, donc là ici flag inc i c'est v moins i fois i, ta 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 ta. Ok, désolé, j'ai fait une petite pause. J'ai sauvegardé le fichier, il s'appelle babyref.py. Donc, on peut l'essayer comme ça déjà. Donc, mais je crois que ça m'avait donné une erreur, j'avais essayé vite fait. On va mettre Python 3. Ouais, voilà, Python 3 babyref.py. Et donc, quand on l'essaye, il nous met une erreur. Et il n'est pas content parce qu'on fait... Ah oui, ok. On essaye de faire donc une opération sur les bits entre deux types différents. Et ça, il n'est pas d'accord, puisqu'il considère que ça, c'est un int, et ça, c'est un float. Et ça, c'est parce que, normalement, le problème ici, c'est que je fais une division de ce i-là, mais du coup, le résultat de ça, c'est un float.
Donc ça veut dire qu'ensuite, comme je fais une multiplication, une addition, ça va rester un float. Donc ce qu'il faut, c'est que je m'assure que ce truc-là, ce soit un int. Et normalement, si je fais ça, on devrait être correct. Je suis en train de penser qu'en plus de ça, je suis pas en train de donner un caractère, moi, dans flag i. Il faudrait que j'ai un caractère. Donc déjà, de base, il faudrait qu'ici, ce soit un caractère si je veux imprimer quelque chose. Sinon, ça marchera pas. Ça m'étonnerait que le problème, ce soit ça. Ah oui, non, attends. Hop, ça va aller mieux. J'avais manqué une parenthèse. Ok. Ça m'étonnerait que le problème vienne de là, mais sait-on jamais. Tentons notre chance. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc, ici, je pense que peut-être un problème, c'est que mon flag i, d'avoir mon flag, en fait, une liste de caractères, c'est peut-être pas très intelligent. Je pense qu'on va y aller avec un string bien classique, et dans ce cas-là, on va juste dire que flag, c'est le caractère, chacun des caractères ensemble, et normalement on devrait avoir quelque chose de plus logique. Si je roule ça, on l'a. Et voilà, on arrive à la fin. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou un like. Et bien sûr, si le contenu vous inspire et vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve certainement bientôt, puisqu'en mai, il y a de gros événements qui s'en viennent, avec notamment un CTF organisé par la DGSE en France, mais aussi le très populaire NORSEC en Amérique du Nord, qui revient cette année avec une formule en présentiel. Alors, restez à l'écoute, parce qu'il y aura certainement des vidéos sur ces deux événements à venir. Ciao! There will be a time